Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de Ceci n'est pas une friperie. Et pour celles et ceux qui découvrent le concept, voire la chaîne, tout d'abord, bienvenue. Dans cette série, je vous partage l'adresse d'une boutique d'antiquités quelque part en France et on la visite ensemble. Les boutiques d'antiquités, ça a toujours été une passion pour moi, les antiquaires, j'adore ça. Tout simplement parce qu'on y trouve des choses beaucoup plus improbables que dans les friperies. Et à ce jour, ma trouvaille la plus inattendue, ça a été une valise Louis Vuitton vintage pour 50 €. Je vous remets le lien d'ailleurs de l'épisode que j'ai fait sur cette valise juste ici. Et maintenant, on part à Loches, dans la région de l'Indre-et-Loire, pour y découvrir la boutique Art et Antique. Il y a deux atouts phares que j'ai trouvés dans cette boutique. Premièrement, les meubles, des meubles qui sont généralement datés du 18e jusqu'au 19e siècle. Et ce sont des meubles qui sont très spéciaux puisque ce sont des meubles non véganes et on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Il y a aussi un second point que je trouvais très intéressant, ça a été toute la profusion de lampes dans le style Tiffany que j'ai pu découvrir et ça m'a amené à me renseigner sur l'histoire des véritables lampes Tiffany. Alors je ne connaissais pas grand chose à l'histoire de ces objets auparavant, mais ça m'a poussé à faire quelques recherches et j'ai certaines anecdotes que je voudrais partager avec vous, dont une qui m'a particulièrement touchée sur le travail des femmes au début du XXe siècle. Donc voici le programme pour ce second épisode de Ceci n'est pas une friperie. On commence tout de suite avec de très beaux sacs en maille. En voyant ces sacs, si vous connaissez un peu l'histoire de la mode, il y a de grandes chances que vous pensiez à un couturier en particulier, j'ai nommé Paco Rabanne. Ces petits sacs de soirée m'ont toujours fascinée, celui-ci est en argent, c'est le plus ancien qu'elle possède, il date du début des années 1900. L'argent est un peu terni par le temps, mais la pièce a super bien tenu. Quelques mailles se sont décrochées sur le côté, mais ça peut très vite se raccrocher avec une petite pince. Ce sont des objets que je trouve très paradoxales. En les voyant, on a l'impression d'une grande fluidité et d'une certaine fragilité, alors même qu'ils sont faits de métal. Pour rester au début des années 1900, elle a également des petits miroirs de poche, en argent eux aussi. Les femmes les glissaient dans leur sac à main avant de partir en soirée. Ils ont tous une scène au dos, et je trouve que ça les rend assez uniques. Voici un autre sac, plus récent cette fois, c'est un sac qui date des années 80 avec un style assez disco, tant sur la forme plus bouffante que sur le maillage un peu plus clinquant. Et voici pour le dernier sac, il me semble qu'il date également des années 1980. On reste sur les pièces très féminines et on passe maintenant au camé. Frédéric Gréco, la propriétaire de la boutique Art et Antique, a fait un travail de recherche impressionnant. J'ai pu voir chez elle des camées avec des scènes tirées de la mythologie grecque gravées dessus, ce qui est bien plus rare que les portraits. J'y ai notamment vu les Trois Grâces et c'était assez touchant puisque ce type de camée n'est pas répandu. Ce sont généralement des portraits de femmes, alors on retrouve notamment Vénus, la déesse de l'amour, qui sont taillés en relief sur des pierres faisant partie de la famille des quartz, de la sardoine, de l'agate ou bien de la cornaline. Le coquillage fait également partie des matériaux utilisés pour fabriquer des camées. Et puis il existe également des camées plus rares taillées dans de la pierre de lave italienne ou du corail. C'est un accessoire que l'on retrouve en Grèce antique ainsi qu'en Rome antique. La Renaissance le remettra au goût du jour, mais c'est véritablement sous Napoléon, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, que cet apparat va être très popularisé. On conseille aux femmes d'en porter partout, que ce soit à la ceinture ou au niveau de leurs bijoux. Juste avant de passer aux lampes, vous pouvez vous abonner, ça me motive à créer plus de vidéos et à vous poster des formats différents. Et si vous êtes déjà abonné, merci pour votre soutien. On en vient aux lampes, l'un des atouts phares de la boutique, elles sont toutes dans le goût de Tiffany. Et pour la petite histoire, ce n'est pas le célèbre bijoutier qui a inventé ces lampes, et non, c'est son fils, le peintre et verrier Louis Comfort Tiffany. Les véritables lampes Tiffany sont produites dans le Queens, à New York, de la fin des années 1800 jusqu'au début des années 1900. Elles s'inscrivent alors dans le courant Art Nouveau et séduisent toute une clientèle, aussi bien en Amérique qu'en Europe centrale. Cette entreprise connaît un succès fou, il a même reçu une commande de la Maison Blanche pour embellir les salles de réception. Son art tombe dans l'oubli un court instant, avant d'être de nouveau à la mode en 1960. Que voulez-vous, c'est un éternel recommencement. Son succès s'explique par les innovations apportées par Louis Comfort Tiffany. Il invente de nouvelles techniques de coloration de verre, il introduit aussi du mouvement en créant des ondulations et des marbrures. Les techniques viennent des vitraux d'église et là aussi il y a du changement. Les morceaux de verre ne sont plus assemblés avec du plomb mais avec du cuivre, mais là on ne sait pas si on doit cette idée à Monsieur Tiffany ou bien à John Lafargue, un autre verrier américain. Et ce n'est pas la seule zone d'ombre qui existe au sein de l'entreprise Tiffany. Durant très longtemps, les femmes ont été les grandes oubliées de cette histoire, alors même qu'elles avaient énormément contribué au succès de l'entreprise.
L'une d'entre elles, Clara Driscoll, était la designer et directrice de l'atelier de découpage du verre. Elle dirigeait toute une équipe de femmes et c'est elle qui a proposé le design pour certaines lampes devenues célèbres par la suite, notamment la Dragonfly ou la Wisteria. Mais de son travail, c'est Louis Comfort Tiffany qui en a tiré tout le mérite. À l'époque, il faut se rappeler que nous sommes entre la fin des années 1800 et le début des années 1900, et bien c'est assez courant malheureusement de voir une femme se faire voler son travail par un collaborateur masculin ou plus souvent son mari. Mais il y a un happy ending à tout ça, puisqu'en 2007, 3 journalistes enquêtent sur le parcours de cette femme. Ils découvrent que Clara Driscoll avait échangé énormément de lettres avec sa famille, où elle racontait son quotidien et elle racontait ses journées de travail. À ce moment, cela leur a permis de comprendre l'importance phénoménale qu'elle avait eue au sein de cette entreprise. La maison Tiffany ne produit plus de lampes à l'heure actuelle et les pièces originelles sont très rares. Pour vous donner une idée du prix, en 2017, les enchères s'envolent, ça se passe chez Christie's, et cette lampe Pound Lily se vend pour 3 372 500 $. Mais le plus incroyable, c'est qu'en 1910, au moment où cette lampe sort, elle ne coûte que 400 $. Les anecdotes sont sourcées, les sources sont dans la description, vous connaissez la musique. Pour les lampes que vous voyez ici, il s'agit des lampes inspirées par le style Tiffany. Il est d'ailleurs légal de reproduire ces modèles, car tout est maintenant dans le domaine public et ça se décline partout, aussi bien sur les lampes que sur les biscuits. L'avantage de ces copies, c'est qu'elles sont nettement plus abordables. Je vous conseille un budget de départ d'un peu plus d'une centaine d'euros si vous voulez vous en acheter une. D'autres lampes plus récentes cette fois-ci, avec ses abat-jours en verre opaque, un ruban de galant et des pampilles. Ici, c'est un produit des années 50 jusqu'à 90. C'est un peu plus récent, mais je trouve que ça a quand même du charme. Lorsque Frédéric Gréco récupère ses pièces, il arrive qu'elle ne garde que le pied car l'abat-jour est cassé. Elle change alors le haut et le remplace par un abat-jour en papier plus contemporain. On passe maintenant à la marqueterie et à ces fameux meubles non véganes. Alors il s'agit de marqueterie boule, mais je ne sais pas si tout le monde est très familier de ce terme. La marqueterie, c'est tout simplement une technique qui consiste à embellir des meubles en apposant différents matériaux. La plupart du temps, il s'agit de bois qui va être posé sur le meuble et donc on va pouvoir créer avec différentes formes, avec différentes essences de bois, des paysages, des motifs, afin de l'embellir. Ici, on parle de marqueterie boule et c'est assez spécial. C'est un style très particulier de par les matières utilisées, on va voir ça tout de suite. Et c'est le seul style de marqueterie que vous pourrez retrouver chez Art et Antique. Le nom de cette marqueterie vient de André Charles Boulle, un maître ébéniste français. Alors petite parenthèse avant de commencer, j'aimerais que vous rappeliez que André Charles Boulle a vécu du XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Ce n'est pas les mêmes mentalités, ce ne sont pas les mêmes matériaux utilisés, donc gardez bien ça en tête. Lui choisit de travailler l'écaille de tortue. Je vous avais prévenu, c'est quand même un petit peu différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et il va venir travailler des plaques d'écaille de tortue qu'il va poser sur des plaques de bois noir. Et puis il va venir découper ces deux plaques ensemble de façon à obtenir le même motif, mais sur deux surfaces différentes. Lui orne ensuite ses meubles avec du bronze, du lapis-lazuli, du nacre, voire des pierres précieuses. Et l'écaille de tortue, c'est la partie rouge que vous pouvez voir à l'écran. Alors ce n'est pas lui qui invente la technique, on retrouve déjà des traces de cette technique en Italie, à Florence, du côté de l'Allemagne, à Osnabrück, et puis en Flandre, du côté d'Anvers. Mais c'est André Charles Boulle qui vient lui apporter toutes ces lettres de noblesse, à tel point qu'il va être remarqué par Louis XIV, qui va lui demander de faire l'intérieur de ses palais, notamment l'intérieur de Versailles. Il va finir par vivre à la cour, donc de 1642 à 1732. Aujourd'hui, bien sûr, on ne fait pas de meubles avec cette technique, tout simplement parce que personne n'irait tuer une tortue pour orner un meuble, mais c'est quelque chose qui a existé, donc je trouvais intéressant que de le relever. Et puis aujourd'hui, pour la restauration, il existe quand même un cadre très spécial pour restaurer ce type de meuble. Déjà, il faut être accrédité, donc être un maître ébéniste et un maître marketeur qui peut venir travailler ce type de matière. Il y a un arrêté préfectoral pour les artisans qui ont le droit de le faire, qui doit être renouvelé tous les 5 ans. Et puis pour les stocks d'écailles de tortue, ils sont délivrés soit par la douane, soit par les services vétérinaires qui notent consciencieusement tous les stocks qu'ils ont. Voici un cartel. Elle l'a récupéré entièrement noir. Il a nécessité une restauration de la part d'un ébéniste qui a démonté et nettoyé tous les bronzes. Grâce à cette procédure, la dorure en or est revenue, mais toute la marqueterie a dû être restaurée. L'or est d'origine. Mougin a été le créateur du mouvement de l'horloge et c'était une personne qui était très réputée à l'époque pour son travail. Pour la figure du haut, il s'agit de la justice et je trouve qu'il y a une partie très intéressante sur ce travail,
c'est qu'il date de deux périodes différentes. Le caisson a été démarré au XVIIIe siècle, mais l'horlogerie n'arrive que plus tardivement au XIXe siècle. Ce sont des meubles qu'on crée sur un temps long, parce qu'il faut déjà créer la structure, et puis ensuite seulement vient l'horlogerie, et comme l'horlogerie est un travail très minutieux, cela prend un peu plus de temps. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à aller voir cette boutique. Pour ma part, elle m'a beaucoup plu. Je vous conseillerais d'arriver avec un budget d'au moins 50 €. Et si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à venir avec au moins 100 € et plus. Cela vous permettra d'avoir accès à des pièces un peu plus rares, un peu plus chères. J'espère que ce petit tour vous aura plu, ce petit antiquaire tour. Dites-le moi en commentaire et puis j'essaierai de trouver une prochaine adresse à visiter. En attendant, je remercie Frédéric Gréco pour m'avoir ouvert ses portes le temps d'une après-midi. Ça a été vraiment un très beau moment que j'ai passé avec elle et puis c'est une femme qui est vraiment très accueillante. Donc je la remercie. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt!